Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au programme de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-actifs ou crypto-monnaie de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau dans quelques instants Nathalie Auffauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Nous échangerons avec elle pour essayer de comprendre quelle est la position de la Banque de France vis-à-vis des cryptoactifs. Comment la Banque de France voit-elle les cryptoactifs? Nous répondrons à cette question dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous tenterons de comprendre ensemble l'appétence des investisseurs particuliers pour le capital investissement à la lumière des chiffres de France Invest pour l'année 2021 qui montrent que la part des investissements particuliers en private equity progresse, même si la proportion reste minoritaire au sein des investissements. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine, mais aussi Christophe Deldic, président de Turen Group et vice-président de France Invest. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment la Banque de France, quel est l'avis de la Banque de France sur les crypto-monnaies ou les crypto-actifs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Auffauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Bonjour Nathalie Auffauvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, vaste question quand on se demande comment la Banque de France, une institution financière comme la Banque de France, voit les cryptoactifs, surtout dans un contexte de réglementation actuelle, on y reviendra. Mais peut-être tout d'abord, en introduction, quel regard vous portez sur l'essor finalement de cet écosystème en France, mais aussi à l'international, avec des investisseurs particuliers de plus en plus présents sur ces cryptoactifs? Alors bien sûr, c'est un sujet que nous voulons regarder de près parce que ces crypto-actifs portent beaucoup de risques et je vous remercie de faire l'effort de parler de crypto-actifs et non pas de crypto-monnaies parce que la première chose qu'on considère, nous, à la Banque de France, c'est que ce ne sont pas des monnaies. D'accord. Ça n'a pas les attributs d'une monnaie. Vous ne pouvez pas aller acheter votre baguette de pain en payant en crypto-actifs. Il y a très peu de commerçants qui acceptent les cryptos et d'ailleurs, ce n'est pas non plus une réserve de valeur compte tenu de la forte volatilité des cours. Donc, il faut que ce soit déjà clair, ce n'est pas une monnaie. D'ailleurs, vos euros déposés dans un compte en banque ont la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Une somme très importante. Dans le système financier classique? Dans le système financier classique, c'est-à-dire auprès de votre banque. Là, évidemment, vous n'avez aucune garantie. Donc, c'est très différent de la monnaie. Alors, donc, merci pour le terme crypto-actif. Donc on parle de crypto-actifs, effectivement. Bon, j'imagine que certaines personnes de l'écosystème crypto vous répondraient qu'eux voient ça comme des monnaies, mais effectivement, vous ne voyez pas ça comme une monnaie. Et alors, comment est-ce que vous voyez cet écosystème qui progresse avec beaucoup de spéculation et donc, de fait, beaucoup d'investisseurs particuliers qui arrivent sur ces crypto-actifs? Voilà, alors donc, de ce fait, effectivement, la principale motivation d'achat de crypto-actifs, c'est la spéculation. Donc les cryptoactifs, ce sont des actifs digitaux qui permettent de faire des placements hautement spéculatifs, puisque finalement, derrière, il n'y a pas une véritable valeur intrinsèque de ces cryptoactifs. C'est vraiment la rencontre de l'offre et la demande. Donc le cours ne dépend que de la confrontation de l'offre et de la demande. En plus, c'est un marché assez opaque qui est tenu par quelques mains. Donc, il peut y avoir des manipulations de cours. Donc voilà, si un particulier a envie d'investir sur des cryptoactifs, il faut qu'il le fasse à hauteur de ce qu'il est prêt à perdre en totalité. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise, donc une part de la valeur ajoutée que va créer cette entreprise. Vous savez ce qu'elle est son activité. Quand vous achetez un crypto, vous n'achetez la valeur de rien. C'est vraiment un actif virtuel. Donc, il faut avoir conscience que c'est purement spéculatif et qu'on peut perdre beaucoup, voire la totalité. C'est intéressant ce sujet parce que finalement, en fait, ça dépend du point de vue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les membres de l'écosystème vous expliquent que, en fait, il y a une monnaie, il y a de la création de valeur, il y a un certain nombre d'acteurs, en fait, au sein de cet écosystème. Mais quand on regarde ça d'un point de vue investisseur particulier, avec un niveau de connaissance plus ou moins grand sur les crypto-monnaies, là, d'un coup, le discours est différent. C'est faites attention
quand même, parce que ça reste quelque chose de très risqué. Exactement. Le premier risque, c'est le risque en tant qu'investisseur, puisque, par exemple, si on prend le Bitcoin, il varie énormément. Je crois que c'est autour de 40 000 dollars en ce moment. Ça est monté à 60 000, c'est descendu à 35 000, rien qu'en 2021. Donc, c'est extrêmement volatile. On ne sait pas quel est le bon niveau, quel bon cours. Donc, je pense que du point de vue d'un investisseur individuel, la première chose, c'est de savoir que c'est extrêmement volatile, donc extrêmement risqué. On peut gagner, on peut avoir la chance de gagner, on peut aussi beaucoup perdre, et on ne sait pas quel est le bon cours, puisqu'il n'y a pas une valeur intrinsèque derrière. Après, il est important de dire que la technologie sous-jacente, qui est une innovation technologique, est certainement intéressante. Et d'ailleurs, nous, en tant que Banque de France, on fait des expérimentations sur cette technologie. D'accord. Parce qu'on pense qu'effectivement, elle peut apporter des progrès en matière d'efficacité de l'ensemble du secteur financier. C'est pourquoi cet écosystème peut trouver un certain nombre de valeurs ajoutées. Parce qu'on a moins d'intermédiaires, ça peut diminuer les coûts, on peut gagner du temps. Aujourd'hui, quand on achète une obligation, elle met 2 jours à arriver sur votre compte. Dans la période de l'instantané, ça paraît long. Donc cette technologie qui permettrait d'avoir l'instantanéité a des valeurs ajoutées. Mais le sous-jacent du crypto qui utilise cette technologie, lui, n'a pas forcément de valeur ajoutée évidente aujourd'hui. Mais c'est un moyen de faire circuler éventuellement des actifs sur des blockchains. Et c'est pour ça que nous faisons des expérimentations, nous, Banque de France, pour mettre sur cette blockchain, non pas un actif privé créé par on ne sait pas trop qui, mais plutôt créé par la Banque centrale pour assurer la réalité et la solidité de la valeur de la monnaie sur cette blockchain. Donc nous faisons des expérimentations de monnaie numérique de Banque centrale sur une blockchain. Des expérimentations, donc on en est aujourd'hui au stade de l'expérimentation. On n'attend pas demain une monnaie numérique de la Banque de France ou de la BCE. Pour le coup, j'imagine que là, pour le coup, c'est en concertation avec les autres pays de l'Union européenne. Voilà, donc la Banque centrale européenne a lancé un projet de monnaie numérique de banque centrale pour les paiements de détail. Donc c'est un projet qui est en phase tout à fait préliminaire. On est ce qu'on appelle en phase d'investigation qui va durer jusqu'à fin 2023. Et parallèlement, pour faire avancer aussi le débat, nous, Banque de France, nous faisons des expérimentations concernant les marchés de capitaux. Donc ce qu'on appelle le marché des gros. Par exemple, comment régler une obligation qui serait émise sur une blockchain, donc les actifs tokenisés, et comment ça pourrait fonctionner de manière à apporter un actif le plus sûr dans cet écosystème. Donc c'est intéressant, ce que vous dites, c'est que le côté spéculatif, il faut faire très attention, mais la technologie est intéressante. Quand on regarde l'écosystème, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent. Alors, on voit aujourd'hui des livrets en crypto-monnaie, on voit alors des acteurs qui permettent de sécuriser les transactions et qui du coup vous rémunèrent si jamais vous les financez pour vous aider à sécuriser les transactions. Donc ça revient finalement à un fonctionnement du livret. Là aussi, c'est des choses que vous regardez ou au-delà justement de ce qu'on pourrait appeler des crypto-monnaies et que vous appelez des crypto-actifs, l'émergence de nouveaux services financiers, c'est quelque chose que vous regardez en lien avec la blockchain? Alors oui, nous le regardons. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour soutenir une innovation responsable dans un cadre sécurisé. Donc l'ensemble du fonctionnement des marchés financiers a été encadré par une régulation. Et bien entendu, si cet écosystème appuyé sur cette technologie permet de faire des progrès, il faut quand même que cet écosystème soit régulé, parce que sinon on a tous les risques de fraude, d'ailleurs de piratage des plateformes, de cyberattaques, les risques bien sûr de blanchiment, financement du terrorisme, évasion fiscale, voire évasion des sanctions, puisque c'est un sujet d'actualité. Bien sûr. Donc cet écosystème ne peut pas se développer en dehors de toute régulation. Peut-être qu'une partie de son attrait aujourd'hui, c'est parce que ça n'est pas régulé et que ça diminue certains coûts, parce que la régulation a un coût. Mais bien sûr, en tant que régulateur et de banque centrale, on ne peut pas laisser se développer un écosystème sans aucune régulation qui ouvrait des portes très importantes sur ces risques-là. Donc il est important de trouver le juste chemin pour que cet écosystème trouve ses bénéfices, l'innovation, la plus grande efficacité, et puis par ailleurs soit dans un cadre de confiance. Alors justement, sur le côté régulation, il y a pas mal de discussions en ce moment au niveau européen avec la réglementation MiCA. On voit, déjà on n'est pas passé loin d'une interdiction pure et simple au motif pour un motif écologique porté par un certain nombre de députés européens. Et là, alors on assiste à
au Parlement européen une volonté de réguler les crypto-monnaies comme d'autres actifs financiers avec une levée de bouclier de l'écosystème crypto-monnaie qui dit vous ne pouvez pas réguler ces actifs comme d'autres actifs financiers puisque la technologie derrière est sous-jacente et supprimer l'anonymat notamment sur les transactions revient à remettre en cause l'écosystème dans son ensemble. Alors je me fais le porte-voix de cet écosystème. J'imagine que quand on est à la Banque de France et que comme vous le dites, on a pour mission de vérifier que c'est dans un écosystème sécurisé, on a une vision un peu différente du sujet et de ce sujet réglementaire au niveau européen? Oui, bien sûr. Je pense qu'encore une fois, il est important de fixer un cadre de confiance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui souhaitent qu'il y ait une réglementation pour qu'ils sachent dans quel cadre Bien sûr. il fonctionne. Et la France est plutôt en avance sur le sujet. La France est plutôt en avance, puisqu'il y a eu la loi Pacte qui a reconnu les prestataires en service. Les PSAN, oui. Les PSAN, voilà, de prestataires de services d'actifs numériques. Et puis, le projet MICA reprend beaucoup des propositions mises en place en France. Et puis, d'ailleurs, au niveau européen, la preuve qu'on est prêt à soutenir l'innovation, il y a aussi le dispositif du régime pilote qui permettra aux acteurs d'avoir des expérimentations reconnues par ce régime pilote. Donc, ce qui est important, c'est de développer l'innovation, de la soutenir, mais en même temps, on ne peut pas laisser, encore une fois, une sphère totalement non régulée au premier plan à cause des problèmes de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. C'est une pièce absolument indispensable de réglementation. Donc, il va falloir trouver un chemin. Et je pense qu'il existe. Et je Bien pense sûr, qu'il existe, de même que pour le côté innovation responsable, puisqu'on voit que dans cette technologie, il y a des évolutions qui vont permettre d'être beaucoup moins consommateurs et d'émissions de CO2. Bien sûr, oui. Qui est un autre sujet. Alors effectivement, la réponse, c'est de dire, tout dépend d'où vient l'énergie. Si jamais l'énergie à la base est propre, effectivement, d'un coup d'un seul, l'impact carbone du Bitcoin ou des cryptoactifs baisse d'autant. Donc ça, c'est effectivement un sujet qu'on regarde dans la réglementation européenne. Oui, parce que la réglementation européenne se préoccupe des innovations financières de manière à ce qu'elles soient dans un cadre sécurisé, mais vous savez qu'on a un grand plan qui est aussi de soutenir bien les finances responsables. Avec notamment les discussions au niveau de la taxonomie européenne, bien sûr. Exactement. Donc, par exemple, nous, notre réflexion sur la monnaie numérique de banque centrale, c'est bien sûr une monnaie numérique qui sera émise avec un faible impact carbone. Donc, les personnes qui innovent travaillent sur la réduction du coût de minage, comme on l'appelle, en changeant un peu les techniques de manière à être moins émetteur de CO2. Donc il y a le fait d'utiliser une énergie propre, mais il y a aussi le fait de diminuer la consommation à la base dans la technique de validation des transactions. Merci beaucoup Nathalie Auffauvre d'être venue nous faire un petit point d'étape finalement de comment la Banque de France voit les prix cryptoactifs de manière générale et notamment cet écosystème. Donc on a bien compris la différence entre support d'investissement et technologie sous-jacente. Merci beaucoup Nathalie Auffauvre. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des investisseurs particuliers pour le private equity. Nous avons le plaisir de recevoir pour cela deux invités sur le plateau de Smart Patrimoine. François-Xavier Legendre, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant de Dauphine Patrimoine et à vos côtés pour en parler, Christophe Deldic, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Turen Group et vice-président de France Invest. On va commencer avec vous, Christophe Deldic, puisque France Invest a publié ses chiffres de collecte et d'investissement pour l'année 2021. Je note que donc il y a à peu près 24 milliards d'euros levés pour l'année 2021, 27 milliards d'euros investis. Et alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la part des particuliers, 5 milliards d'euros qui proviennent de particuliers ou de family office. Et c'est une part qui est en progression par rapport aux années précédentes, Christophe Deldic. Oui, tout à fait. Donc on est déjà sur une année record dans notre métier, dans notre industrie, en termes de collecte et d'investissement. Et chez France Invest, on pousse beaucoup à la démocratisation de notre classe d'actifs et auprès des particuliers en direct. Et c'est vrai qu'on a pour objectif d'avoir 10 milliards d'euros de collecte annuelle à horizon 5 ans. D'accord. Ouais. Là, on a la moitié du chemin qui a été fait sur l'année 2021, donc avec quasiment 5 milliards d'euros. Et notre grande satisfaction, c'est qu'on a sur ces 5 milliards, à peu près 1 milliard d'euros qui est à une collecte, ce qu'on appelle vraiment retail, sur des clients non professionnels.
à travers les fonds fiscaux, mais ça, je dirais, ça existait depuis des années. Et on a vu apparaître cette année, dans nos statistiques, une collecte d'environ 500 millions d'euros, 515 millions d'euros exactement, auprès des unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Donc là, je dirais, la concrétisation réelle de la démocratisation de la classe d'actifs. Voilà. Et c'est que le début. Et c'est que le début, donc dû à la loi Pacte qui a quelques années maintenant. Pour comprendre par rapport... Alors 2020, c'est peut-être pas forcément l'année la plus facile pour comparer, mais par rapport à 2019, on est sur une progression conséquente justement de cette clientèle retail. Ah oui. Bah, on la mesurait pas en 2019 sur les contrats, parce que la loi Pacte, elle date de 2019, de toute façon, donc c'est très récent. Mais si je veux prendre le retail, on avait à peu près 400 millions d'euros par an sur les fonds FIP et FCPI, que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent, mais qui étaient vus comme un outil de défiscalisation, on pourra en reparler, autant qu'un outil d'investissement. Là maintenant, sur les UC en assurance vie, on est dans un outil pur d'investissement. Et vous voyez que dès la première année, on est un montant collecté supérieur à ce qu'on faisait chaque année. Donc oui, on a plus que doublé. Et on est convaincu que sous réserve d'avoir plus de produits commercialisés, que ce soit en FCPR ou en fonds pour les personnes physiques non professionnelles, et d'avoir une meilleure pédagogie d'explication de ce qu'est notre métier, nous, auprès du particulier comme auprès des distributeurs, c'est important. On a un boulevard devant nous pour mieux adresser notre métier auprès de la clientèle particulière en direct, qui, de notre point de vue, est très demandeuse à avoir accès à notre classe d'actifs pour des montants réduits. Alors ça, on va voir si François-Xavier Legendre a le même avis. Juste avant, je voudrais continuer avec vous, Christophe Deldic. Il y a deux sujets dans l'appétence des investisseurs particuliers vis-à-vis du private equity. Il y a est-ce que les investisseurs particuliers sont suffisamment au courant et sont suffisamment intéressés, et est-ce que le secteur s'ouvre, et quels sont les efforts faits par le secteur pour s'ouvrir aux particuliers. Donc là, effectivement, il y a réglementairement, c'est possible. France Invest pousse sur le sujet. Est-ce que le secteur, pourquoi est-ce que le secteur va chercher des particuliers et comment est-ce qu'il s'ouvre à ces particuliers? Parce que j'imagine que créer un fonds pour des particuliers, il y a quand même quelques complexités. Oui, alors pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Et nous, notre métier, c'est de collecter des capitaux, de les investir dans des actifs réels qui sont des projets de croissance d'entreprise qu'on finance sur du temps long. En moyenne, on reste actionnaire 5 ans et demi dans les sociétés qu'on accompagne. Et au bout de 5 ans et demi, de pouvoir donner la liquidité aux souscripteurs avec la performance qui provient essentiellement de la croissance réelle des résultats des sociétés que nous accompagnons. Donc nous, on sait qu'on a une classe d'actifs qui est performante dans la durée, puisque le TRI moyen dans notre métier, le rendement interne annuel, c'est de l'ordre de 10%. D'accord. Toute classe d'actifs confondue, de l'innovation jusqu'à la transmission. Donc je rappelle qu'il y a toujours un risque associé. Quand on parle rendement, généralement, je réponds au risque. Il y a un risque associé, mais on peut montrer sur longue période que ce soit du capital innovation jusqu'au capital transmission, on donne de la performance. Mais au-delà de la performance financière, ce qu'on ressent de plus en plus, c'est que les souscripteurs particuliers souhaitent donner du sens à leurs investissements et comprendre un peu mieux. Moi, j'entends régulièrement des gens qui disent « mais je ne sais même pas dans quoi mon argent est investi, je veux savoir ». Et nous, 80% de nos participations, parce qu'on a beaucoup parlé en milliards d'euros des montants collectés investis, en volume, pour être un peu plus concret, en 2021, on a investi dans 2340 entreprises. D'accord. Ça veut dire un peu plus... D'ailleurs, entreprises, ça veut dire des TPE, des PME, des entreprises françaises. On est actionnaire de 7500 entreprises françaises, 9000 si j'élargis, mais 7500 entreprises en France. 80% d'entre elles sont des start-up et des PME, donc des petites entreprises. 80% des opérations qu'on fait, c'est de l'injection de fonds propres, des augmentations de capital, et 20% du capital transmission. Et en 2021, on a investi dans 2340 entreprises. Donc vous voyez qu'on est en forte croissance. 2340 entreprises nouvelles accompagnées sur l'année 2021. C'est à peu près 6 opérations par jour, dimanche inclus. Donc, voilà. François-Xavier Legendre, je ne sais pas si vous faites des opérations avec vos clients le dimanche. Pour autant, est-ce que vous constatez, vous, avec les épargnants et les investisseurs particuliers avec lesquels vous échangez au quotidien, une demande, une appétence pour le private equity, ou est-ce qu'il y a encore un fort besoin de pédagogie pour leur expliquer que quand on veut investir dans des entreprises, il n'y a pas que les marchés boursiers, il y a aussi l'investissement en direct? Alors, notre rapport avec l'investissement dans ce type d'entreprise, dans le private equity, date de nombreuses années. On avait commencé à l'époque avec les produits fiscaux, donc qui étaient finalement les FIP, FCPI, des boîtes des entreprises qui étaient petites, qui avaient besoin de lever des fonds, et l'État finalement donnait un avantage
avantages fiscaux pour compenser le risque qu'on prenait. D'accord. On avait une offre qui était très faible. Les gens y allaient pour la réduction d'impôts. Et c'était en plus, si je ne dis pas de bêtises, concentré géographiquement. Il fallait investir dans la société qui n'était pas loin de chez soi ou Je pense plutôt à des fonds. D'accord. À des fonds qui étaient principalement en France, en région. Mais ça restait assez marginal et pour des montants, pour le coup, extrêmement faibles dans le patrimoine de nos clients. Et depuis quelques années, on a commencé à avoir accès, en fait, pour nos clients, à des solutions professionnelles qui, elles, sont des entreprises plus matures, sur lesquelles on avait des rentabilités qui, finalement, étaient plus certaines. Donc on a commencé par des investissements au-delà de 100 000 euros. Donc il y a une forme de démocratisation qui a été faite. On avait droit pour un particulier à avoir des rendements aussi bons que pour un institutionnel. D'accord. Ouais. Et le mouvement est en train de s'accentuer puisque, comme vous venez de dire, en fait, dans l'assurance vie, on va maintenant, grâce à la loi Pacte, avoir accès également au private equity. Et pour revenir à votre question, les particuliers sont très intéressés par la diversification que cela apporte. Parce qu'on entend on a les rendements boursiers, la bourse est formidable parce que ça vous donne la liquidité. Le private equity est quand même un investissement de long terme. Donc Bien sûr, donc ça faut l'avoir en tête quand on est particulier, qu'on veut y investir. Donc il faut diversifier son patrimoine et ça apporte une grande résilience en fait dans la création de richesses pour le développement d'un patrimoine. Donc il y a une forte demande qui n'existait pas avant et elle est soutenue par nos conseils. C'est-à-dire que notre rôle aussi, c'est de faire de la pédagogie et leur expliquer qu'il existe autre chose que les placements traditionnels, immobilier, bourse. Et il existe également le private equity. Alors, le private equity, c'est un investissement long terme, mais à partir du moment où on y investit via une assurance vie, la liquidité, elle est censée être là. Eh ben, c'est justement les grands progrès qui viennent d'être mis en place en fait, par les assureurs. On travaille avec certains assureurs et même beaucoup d'assureurs, ont intégré dans leur offre des FCPR. D'accord. Le FCPR, normalement, vous aviez un blocage de 5 ans minimum. Là, en fait, ils vont vous donner la liquidité. Et en plus sur des montants qui ne sont pas aussi importants que sur lequel on est obligé d'aller. Donc concrètement, quand vous échangez avec des épargnants et qui sont intéressés par des investissements en private equity, alors via une assurance vie ou via d'autres véhicules, ils peuvent commencer à partir de combien? Alors en fonction des compagnies d'assurance, on en a certaines qui commencent avec 1 000 euros. D'accord. Ah oui, donc là c'est très démocratisé. Et c'est des très très jolies solutions. Et c'est incroyable ce à quoi on a accès aujourd'hui. Des vrais fonds professionnels avec... Alors, et puis il y en a d'autres qui vont donner des barres. Ils vont dire c'est minimum 10 000 euros dans votre contrat d'assurance vie. D'autres qui vont dire c'est minimum 20 000 euros. D'accord. Ok. Ça peut jouer sur la France, sur le Luxembourg, mais il y a une vraie démocratisation et ça c'est formidable. Christophe Deldic, on peut faire quelque chose avec 1 000 euros en private equity? Non, c'est le volume qui derrière va permettre d'investir. Tout à fait. Non, mais pour répondre aussi à votre point, il va y avoir de plus en plus de fonds qui seront éligibles aux unités de compte en assurance vie et donc il y aura de plus en plus de produits sur l'étagère pour les souscripteurs. Donc ça c'est le premier point pour démocratiser, il faut qu'il y ait plus d'offres. Voilà. Et ensuite il faut bien canaliser la demande et nous notre vision c'est qu'il y a besoin de former davantage. Tous les gérants de patrimoine ne connaissent pas encore assez bien notre classe d'actifs, notre métier, comment on fonctionne, comment on crée la performance, comment on crée la valeur. Et donc ça aussi, c'est notre boulot, c'est de faire la pédagogie auprès des particuliers d'une part, mais aussi auprès des différents distributeurs de ces nouveaux fonds, parce qu'on aura une offre, elle est déjà là, mais elle va s'améliorer encore dans les prochains mois, les prochaines années. Notre vrai sujet, c'est qu'il y ait après la bonne pédagogie pour flécher la demande de l'épargnant vers le bon fonds et sa demande, parce qu'on fait du financement de l'innovation, on fait du financement de capital développement, on fait du financement de transmission, des sujets de maturité aussi. Donc, il faut pouvoir bien faire la pédagogie. Justement, parce que François-Xavier Legendre, pour l'investisseur particulier qui ne connaît pas forcément ces sujets-là, alors si vous avez effectivement dans votre clientèle des chefs d'entreprise, capital innovation, capital transmission, j'imagine que c'est des sujets qu'ils connaissent au quotidien. Là, pour le coup, il y a peut-être une connaissance de ces sujets-là plus que d'autres type d'investissement puisque c'est leur quotidien. Mais pour le reste, ça reste un monde qui, jusqu'à pas si longtemps que ça, a été complètement fermé aux investisseurs particuliers. Est-ce qu'il faut tout reprendre dès le début quand vous échangez avec eux? En fait, il y a toute une pédagogie à faire et je pense que vous avez tout à fait raison, Christophe. C'est-à-dire que même les gestionnaires de patrimoine n'étaient pas au courant de la façon dont ces fonds étaient gérés. D'accord. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a une offre qui est suffisamment importante, on commence à avoir dans nos équipes en fait des gens qui sont des équipes qui sont spécialisées dans l'analyse des fonds. D'accord. On sait bien qu'une performance, mettons de 10% sur un capital investissement, c'est pas la même chose que sur un capital innovation. On est en train d'identifier les risques qui sont associés à chaque fonds. Et dans l'analyse que l'on fait des fonds, on va regarder si, dans la même catégorie, le fonds est bon ou pas bon. On va pouvoir les comparer, mais dans leur catégorie et pas dans d'autres catégories. Donc, ça devient très spécialisé aussi. Donc là, votre rôle, c'est vraiment de
évangéliser auprès des gestionnaires de patrimoine qui vont eux-mêmes apporter en théorie la bonne parole et le bon conseil auprès de leurs clients. Il faut rappeler effectivement aux gens qui nous écoutent que investir en private equity ou capital investissement, ça veut dire aller investir dans des entreprises. Après, on a différents stades de maturité d'entreprise. On a des jeunes entreprises, des entreprises qui veulent se développer, des entreprises qui sont en forte croissance, d'autres où le dirigeant aimerait finalement quitter, partir à la retraite ou aller faire autre chose. Et donc, c'est autant de risques et de rendements qui sont associés. Une entreprise plus jeune est plus risquée, par exemple, qu'une entreprise mature sur son marché, Christophe Deldic. Oui, mais plus risqué, c'est aussi un meilleur rendement. Enfin, bien sûr, potentiellement voilà, et donc un meilleur multiple d'investissement. L'offre va s'améliorer. Moi, je vois chez Turenne aujourd'hui, on a une offre à la fois de fonds fiscaux et à la fois de fonds avec une SLP qu'on a créée, destination de la clientèle privée professionnelle. Alors, SLP pour les gens qui nous... Société de libre partenariat, qui est le bon véhicule aussi pour la clientèle privée qui souhaite investir dans notre classe d'actifs. On va créer des FCPR aussi éligibles en unité de compte pour assurance vie. Et je pense qu'on va aussi aller sur des fonds avec des thématiques sectorielles. Chez Turenne, on a des expertises sectorielles dans le secteur de la santé, du digital, de l'innovation. Le secteur de la santé, d'ailleurs, quand on lit le rapport 2021, c'est un des secteurs phares d'investissement en 2021. Et je pense que demain, dans les prochains mois et les prochaines années, il y aura un échantillonnage de fonds ouverts à la clientèle particulière qui sera à l'image de ce qui est dans notre métier, au-delà de l'innovation, développement, transmission, différents secteurs, positionnement dans les régions, positionnement nationaux, internationaux. Voilà. Donc, et il y aura un choix beaucoup plus large, plus vaste pour les clients particuliers et leurs conseils pour pouvoir aussi les flécher davantage l'épargne vers telle typologie de véhicule. Et je voulais juste compléter en disant qu'on n'est qu'au début aussi, parce qu'on parle en effet de... On a besoin de temps long, nous, quand on reste actionnaire longtemps. Il y a des véhicules nouveaux qui sont très en forte croissance, comme les plans d'épargne retraite, qui sont tout à fait des bons réceptacles pour nous, puisque c'est du temps long, c'est de l'épargne longue pour préparer sa retraite. Et c'est un sous-jacent merveilleux pour notre classe d'actifs, puisque nous, on reste actionnaire longtemps, avec une performance qui vient sur la durée, et donc qui s'adresse tout à fait aussi au PER, au PERCO, enfin voilà, tous ces nouveaux produits. Justement, François-Xavier Legendre, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir en private equity en termes de pourcentage de son patrimoine ou de diversification, de montant, de temps et éventuellement de fiscalité? Alors, le tout dans très peu de temps. Je pense que la réflexion de Christophe est parfaite, c'est-à-dire qu'effectivement, on en met plus en fait dans les plans d'épargne retraite, puisqu'on a accès justement au private equity dans les plans d'épargne retraite. C'est en train d'accélérer, donc ça c'est plutôt bien. Donc on en mettrait des montants qui peuvent être de l'ordre de 20%, d'accord, pas impossible. Et par contre, sur la partie plus courte, là où les gens peuvent avoir besoin plus rapidement de leur argent, on essaie de le limiter à 10%. D'accord. Mais c'est devenu une vraie classe d'actifs. C'est pas à la marge, c'est 10%. Et quand vous regardez que les gens, ils ont entre 20 et 30% de fonds en euros, ils ont d'autres types d'investissements, avoir 10% en private equity, bien choisi pour chaque personne, évidemment, en dosant le risque du private equity. On a vu que c'était très vaste comme classe d'actifs. Ça a une incidence fiscale d'investir en private equity ou c'est comme un autre investissement classique en assurance vie ou en PER pour le coup? Je pense que la fiscalité intervient assez peu D'accord. Non, mais c'est important de le savoir, même s'il n'y a pas d'incidence particulière, c'est important de le savoir. Non, il y a deux choix. Il y a soit vous investissez par le biais d'un FCPR en direct, auquel cas vous n'aurez que les cotisations sociales à payer, donc il n'y a pas d'impôt sur les revenus, soit vous êtes en assurance vie et vous aurez droit à la flat tax à 30%. Mais l'assurance vie offre d'autres avantages. Donc, voilà, c'est pas trop le sujet. On choisira en fonction de la personne. Merci beaucoup François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Merci Christophe Deldic, président de Turenne Group et vice-président de France Invest. Merci à vous deux de nous avoir détaillé l'investissement en private equity pour les particuliers. On le rappelle que c'est un investissement de temps long. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.